Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a fait l'autopsie d'un disjoncteur différentiel, on a vu un petit peu les différents éléments qui le constituaient, le tore, etc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au fonctionnement du disjoncteur différentiel à partir des schémas, voir un petit peu comment il réagit en cas de courant de fuite. Voilà, c'est tout de suite. Alors d'abord, on va revoir un petit peu sur le schéma position 1 ici, on va retrouver ce qu'on appelle les contacts de puissance. Donc là, volontairement, je suis parti sur un disjoncteur différentiel monophasé. Donc ensuite, en 2, ici, vous avez l'accrochage mécanique. En 3, donc vous avez l'élément de réarmement. Donc autrement dit, si jamais vous avez un déclenchement, il faudra venir appuyer sur le réarmement pour refermer les contacts. En 4, donc la partie circulaire ici, c'est le tore magnétique. En 5, donc vous avez un bobinage sur le neutre et un second sur la phase. Et quand vous êtes en tétraphasé, tétrapolaire, vous en avez un par phase plus un pour le neutre. En 6, vous retrouvez la bobine de détection qui est sur le même tore. Et en 7, le relais sensible de détection. Donc ces éléments-là sont communs à la fois au disjoncteur et à l'interdifférentiel. Ce qu'on va trouver en plus sur le disjoncteur, c'est ses fonctions de base qui sont représentées ici. Donc le 3/4 de carré qui est la détection thermique qui va détecter ce qu'on appelle la surcharge. Et la détection magnétique, le petit arrondi là ici, qui lui va détecter les courts-circuits. En 9, vous retrouvez le bouton test mensuel, donc sur lequel il faut appuyer une fois par mois. Et en fait, c'est un petit circuit qui va permettre de créer un défaut artificiel d'isolement de manière à contrôler que la bobine le détecte et déclenche bien l'ouverture des contacts. Donc ensuite, rapidement, je vous remets la petite vue éclatée d'un disjoncteur de chez Legrand. Donc je ne vais pas rentrer dans la description du tore, tout ça vous la retrouverez sur l'autopsie de l'interdifférentiel, la vidéo précédente. Mais sinon, parmi les éléments spécifiques au disjoncteur, donc on retrouve la détection thermique, ici le bilame, qui par échauffement, quand l'intensité va être trop grande, le bilame il va se déformer et il va pousser l'ouverture du contact. Ensuite, ici, vous avez la bobine de détection magnétique pour les courts-circuits. Et puis, spécifiquement, si vous avez un court-circuit, vous avez ici la chambre de coupure qui permet de couper l'arc. Je ne rentre pas sur le reste. Vous retrouvez aussi des bornes de raccordement en amont et en aval de l'appareil. Et là, ici, le tore, effectivement, il est à l'intérieur, donc on ne le voit pas. Donc, on va s'arrêter sur le fonctionnement des DDR. Donc, première situation... aucun défaut, donc j'ai repris, alors pareil, c'est un document qui sort de chez Legrand. Donc vous retrouvez votre tore avec vos deux bobines principales. Et donc j'ai un courant entrant que j'ai fait en vert et un courant sortant que j'ai fait en bleu. Donc j'arrive par la phase, je repars par le neutre. Donc mon intensité entrante I1 en temps normal est égale à l'intensité sortante I2. Donc le vert est égal au bleu. Quand vous faites passer un courant dans une bobine, en fait, à l'intérieur de la bobine, ici, vous créez un champ magnétique. Donc, le courant I1 qui est en vert va créer un champ magnétique Φ1 dans cette bobine. De la même façon, le courant I2 qui passe dans la deuxième bobine va créer un champ magnétique Φ2. Tant qu'on a égalité entre les intensités I1 et I2, on a une égalité entre le champ magnétique Φ1 et le champ magnétique Φ2. Donc, tous les deux s'annulent. Il ne se passe rien au niveau de K1. Un défaut d'isolement apparaît, on va l'appeler I-fuite. Et ce I-fuite, il part à la terre. Donc j'ai toujours le même schéma. Donc j'ai mon courant entrant et mon courant sortant, donc I1 et I2. Et là apparaît un défaut IF. Donc quelque part dans le récepteur, il y a une partie du courant qui part, qui touche la carcasse métallique et qui part à la terre. Donc autrement dit, l'intensité entrante I1 est différente de l'intensité sortante I2 du différentiel. Donc, comme I1 est plus grand que I2, parce qu'en fait, si on fait la loi des nœuds, vous avez un courant qui arrive ici au nœud, et vous en avez deux qui partent. Donc vous avez I1 qui est égal à IF plus I2, ou I2 plus IF. Donc on en déduit que le courant I1 il est forcément plus grand que le courant I2. Donc le flux Φ1 va être supérieur au flux Φ2. On arrive à un déséquilibre des flux.
Donc la différence n'est plus nulle. Et donc ici va apparaître un courant induit dans la bobine K1. En fait, dans un premier temps, vous avez un flux qui apparaît dans le tore, vu que c'est plus équilibré. Et donc, ici, il apparaît une intensité. Et on va voir ce qui va se passer sur la diapo suivante. Donc, le courant qui est induit dans cette bobine K1, eh ben, il va aller exciter la bobine K2. Et elle, la bobine K2, alors je vous rappelle que les contacts ici, ils sont fermés en temps normal pour que ça fonctionne. Cette bobine, comme elle est excitée, elle va venir pousser les contacts qui vont se décrocher. Voilà. Et donc, vous mettez l'équipement hors tension. Comme vous mettez l'équipement hors tension, le courant de fuite qu'il y avait ici disparaît. Donc jusqu'à ce que vous dépanniez l'installation, vous n'avez plus de courant de fuite. Merci d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter ou à vous abonner. Dans une prochaine vidéo, on verra le test des différentiels à l'aide de nos deux appareils du lycée, c'est-à-dire la Valisette Chauvin-Arnoux et le LEM Saturne 100. À bientôt!